Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu technique mais super important pour comprendre la situation économique de la Chine et pour expliquer la baisse de l'indice chinois, le CSI 300. Je vais simplifier au maximum mes propos pour que même si tu es complètement débutant en économie, tu puisses tout comprendre. Dans cette vidéo, tu verras ce qu'est la japonisation, qu'est-ce que ça signifie pour la Chine et pour le reste du monde, et reste jusqu'à la fin de la vidéo car on verra les setups techniques qui peuvent être attendus dans le futur sur l'indice chinois et comment tu vas pouvoir gagner de l'argent en spéculant sur cet actif. C'est parti. Déjà, d'un point de vue graphique, avant d'entamer la partie fondamentale, on peut voir que depuis globalement février 2021, le CSI 300, donc c'est l'indice chinois, d'accord, l'équivalent du CAC 40 en France, le SP 500 aux États-Unis, etc., est sur une performance de moins 46%, d'accord, c'est baissier, d'accord, il n'y a pas de doute avec ça. Et en fait, voilà, c'est juste pour introduire un petit peu les notions fondamentales qu'on va voir juste après, pour expliquer et pour faire prendre conscience à la plupart d'entre vous qui le savent peut-être pas, mais graphiquement il y a toujours une raison fondamentale à un mouvement technique, d'accord. Quand un indice perd 46% depuis 2021, il y a une raison derrière. On verra à la fin de la vidéo, c'est pour ça reste bien jusqu'à la fin, quelles sont les attentes concernant les mouvements futurs sur le CSI 300, quelles zones vont être intéressantes pour vendre, quel mouvement s'attend, à quel endroit, etc., etc. Donc on va passer de suite à la partie fondamentale et puis à la fin de la vidéo on reviendra sur ce qu'on attend dans le futur. Donc on va commencer par introduire ce qu'est la japonisation. C'est un mot qu'on utilise pour parler de la situation économique du Japon dans les années 90. Le pays, donc le Japon, a connu une longue période de stagnation économique après avoir vécu un boom spectaculaire. Pendant des années, en fait, il y a tout qui allait bien et ensuite tout s'est ralenti, les prix ont baissé, l'économie a eu beaucoup de mal à redémarrer. Et du coup, pourquoi on compare ça à la Chine aujourd'hui? Parce que l'économie chinoise semble suivre un chemin similaire. Après des décennies de croissance ultra rapide, etc., les choses commencent à ralentir. Il y a une étude de la Bank of America qui montre que de nombreux experts s'attendent à ce que l'économie chinoise continue de faiblir. Là, il y a un document fourni par la Bank of America qui s'affiche sur ton écran et tu peux voir qu'en septembre 2024, les prévisions sur la croissance de la Chine s'élèvent à moins 18%. Donc les experts de la Bank of America ont analysé et ont prévu que la situation de la Chine allait continuer à se dégrader dans les mois à venir. Maintenant que tu as compris ce qu'est la japonisation et que du coup la Chine est en train de rentrer dans la même configuration que ce qu'a vécu le Japon dans les années 90, on va parler d'une situation que la Chine vit actuellement qui s'appelle la récession des bilans. C'est un terme compliqué mais je vais essayer de te l'expliquer simplement. Imagine que tu as une entreprise ou même voilà, une famille avec beaucoup de dettes. Au lieu de dépenser ou d'investir, tu dois forcément utiliser ton argent pour rembourser ces dettes. Du coup l'économie elle progresse plus parce que les gens ou les entreprises ne dépensent pas assez. Et du coup c'est ce qui se passe en Chine. Il y a trop de dettes, surtout dans le secteur de l'immobilier, et ça freine la croissance. C'est un peu comme si après avoir beaucoup investi dans une belle maison, tu devais tout à coup arrêter de dépenser pour pouvoir rembourser ton prêt. Du coup, tu n'injectes plus d'argent dans l'économie et du coup, l'économie s'arrête. Et le gros problème, c'est que pour sortir de cette situation, la Chine doit relever des défis encore plus grands que ceux qu'a connu le Japon dans les années 90, et on peut donner l'exemple de la population chinoise qui vieillit très rapidement, et ce qui complique énormément les choses. Il y a également le secteur immobilier, en Chine, qui est très compliqué en ce moment, et on va voir qu'il y a un impact aussi sur d'autres sociétés et sur en dehors de la Chine. Le secteur immobilier, c'est l'un des principaux moteurs de l'économie chinoise, et il a aussi un impact à l'échelle mondiale. Quand la Chine ralentit, ça se ressent partout. Imagine, toi, tu es à la tête d'une usine qui fabrique de l'acier en Australie ou au Brésil, par exemple. Si la Chine ne construit plus autant de bâtiments, elle va moins acheter d'acier, et ça va affecter ton activité. Si un gros client que tu as se met à ne plus te passer commande ou beaucoup moins, ça va affecter grandement ton entreprise, forcément. Il faut savoir qu'en Chine, en mai, la Chine elle a commencé à mettre en place des réformes pour soutenir le secteur immobilier et il y a les premières mesures qui semblent montrer des signes d'amélioration, mais tout n'est pas encore résolu. D'autant plus que les ménages chinois, qui sont très endettés comme on l'a dit auparavant, ne peuvent pas vraiment aider à relancer l'économie. Même si les taux d'intérêt sont bas, c'est comme si tu avais un taux d'intérêt très bas pour ton crédit, mais que tes revenus ne suffisaient pas pour emprunter plus ou pour consommer davantage, d'accord? T'as beau avoir des taux d'intérêt super intéressants, si tu es endetté, comme on l'a dit précédemment, tu vas éviter quand même de contracter un crédit, même si les taux d'intérêt sont bas. Donc du coup, c'est ça. La Chine a beau mettre en place des réformes pour soutenir le secteur, le gros problème, ce sont les habitants en Chine qui sont endettés. Donc pour faire face à ce problème qu'ont les ménages chinois d'endettement, etc., pour que l'économie se redresse, les ménages vont devoir puiser dans leur épargne pour consommer. Sauf qu'il y a encore là, la Chine, elle a un souci. C'est que cette épargne des ménages chinois, elle est principalement placée dans des comptes à long terme. En fait, il y a 96% de tous les dépôts bancaires en 2023 qui étaient à des dépôts à terme. En gros, ça veut dire que c'est des comptes où l'argent est bloqué pendant plusieurs années. C'est un peu comme si tu avais tout mis sur un compte bloqué et que tu pouvais pas les retirer avant 5 ans. Ça te laisse pas beaucoup de marge de manœuvre puisque l'argent est bloqué,
pour dépenser ou investir dans l'économie et donc faire progresser le pays. Donc même si les Chinois voulaient puiser dans leur épargne pour consommer et faire vivre leur économie, en fait ils sont face à ce problème-là que leur argent, la plupart, est bloqué sur ce qu'on appelle des dépôts à terme. Et tu vas me dire pourquoi les gens préfèrent ces comptes-là? Tout simplement parce qu'ils s'attendent à ce que les taux d'intérêt restent bas pendant très longtemps, et avec des taux bas, ils pensent que c'est plus sûr de bloquer leur argent avec des taux plus intéressants plutôt que de les laisser dans des placements un peu plus risqués. Donc tout simplement, ça explique pourquoi les Chinois ont préféré investir dans ce qu'on appelle des dépôts à terme. Donc si on fait un petit bilan de la situation en Chine pour un petit peu remettre tout ça au propre et au clair pour toi, tu as des Chinois qui sont très endettés et qui doivent du coup rembourser leurs dettes plutôt qu'utiliser leur argent pour faire vivre l'économie chinoise. En plus de ça, tu as un secteur immobilier chinois très bancal. Ils mettent en place des mesures pour soutenir le secteur immobilier, mais bon, les Chinois restent quand même endettés et empruntent très peu, même si les taux sont bas parce que ils ont des dettes à rembourser avant de pouvoir emprunter, c'est logique. En plus de ça, si les Chinois voulaient puiser dans leur épargne, la plupart sont sur des comptes bloqués. Donc effectivement, tout ça, si tu mets tout ensemble, ça fait un peu une cascade infernale baissière pour l'économie chinoise. Et donc du coup, tu vas me dire combien de temps ça va durer. En fait, on va revenir au cas du Japon, donc c'est pour ça qu'on parle de japonisation, qu'a connu le Japon en 90. On va voir un petit peu combien de temps ça a duré pour essayer de faire un peu une comparaison, sur combien de temps ça peut durer pour la Chine. Et bien en fait, si on revient au Japon, il a fallu presque 30 ans pour que le Japon sorte de sa crise économique. C'est énorme. La chute du secteur immobilier a détruit des milliards de dollars de valeur. Pour te donner une idée, c'est comme si d'un coup là tu perdais 2 fois la valeur totale de toutes les entreprises cotées en bourse en Chine. Et là où ça devient encore plus inquiétant, c'est que le marché chinois commence à ressembler de plus en plus à celui du Japon dans les années 90. Ce qui signifie que la situation chinoise devrait être compliquée pendant encore un moment, ce qui nous laisse le temps de spéculer à la baisse sur le CSI 300, donc c'est l'indice chinois, comme je te l'ai dit au début, c'est un peu comme le CAC 40 en France. Et on va voir de suite, comme promis, ce à quoi on peut s'attendre dans le futur et comment tu vas pouvoir gagner de l'argent en vendant cet actif. Après, encore une fois, attention, c'est pas un conseil en investissement, d'accord? Je fais juste une analyse, je partage avec toi juste une analyse fondamentale, économique, sur un peuple, sur un gouvernement, qui va me permettre moi d'investir dessus à la baisse pour pouvoir essayer de profiter de tout ça. Mais ce n'est pas un conseil, ok? Je te partage juste les analyses. Toi, si tu veux investir sur tel ou tel actif, il faut faire tes recherches de ton côté, d'accord? Ce n'est pas juste parce que tu as vu une vidéo de moi ou de quelqu'un d'autre ou quoi que d'un coup il faut l'écouter. Voilà, je ne te dis pas suis cet investissement, suis ce conseil, ça va, voilà, tu vas tripler ton capital. Non, ok? Il faut investir en connaissance de cause. Du coup là, graphiquement, je te l'ai dit en début de vidéo, nous sommes baissiers. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est que tu vois à ce niveau-ci, il y a de la liquidité, d'accord? On a un rebond ici, un rebond ici, un rebond ici. Donc là, tous les intervenants qui tradent support, résistance, trendline, etc., ils sont en achat sur ce rebond-là avec un stop loss globalement à partir de à peu près là, ok? Donc du coup, ça représente énormément de contrepartie pour les institutions s'ils veulent ensuite venir faire des plus hauts, d'accord? Parce que bon, il n'y a aucun doute que l'indice chinois viendra faire des plus hauts à l'avenir, d'accord? On est juste sur une phase, voilà, c'est des cycles économiques, c'est comme ça, l'économie c'est par cycle, ça crée des impulsions, des retracements, là on est dans un retracement. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup là, cette zone de liquidité là, cette zone de contrepartie là, se situe juste au-dessus d'un bloc d'ordre en négatif, ok? Tu vois que c'est ce mouvement baissier à ce niveau-ci, donc de là à là, qui est présent juste avant un fort mouvement haussier. Ok, donc ça c'est un bloc d'ordre en négatif, d'accord? Donc on va pas, c'est pas le sujet de la vidéo. Qu'est-ce qu'un bloc d'ordre, qu'est-ce que de la contrepartie? Ça, il y a d'autres vidéos qui sont dédiées là-dessus. Et puis je t'invite aussi à rejoindre l'école, à rejoindre le Discord, dans le lien dans la description, où tu vas pouvoir discuter avec beaucoup de gens, me poser des questions, etc. Et puis même intégrer potentiellement l'école pour apprendre du coup tous ces concepts-là. C'est pas le sujet de la vidéo. Mais le Discord est gratuit, d'accord? Tu peux rejoindre, t'es le bienvenu, on t'attend. Et donc du coup, nous on s'attend du coup à une liquidation de cette zone-là, ok? Ce qui correspond totalement à ce qu'on voit fondamentalement, d'accord? Toute la vidéo t'explique que la Chine c'est pas prêt de se redresser maintenant, etc. Il a fallu énormément de temps au Japon qui a vécu la même chose que là, ce qui est en train de vivre la Chine. Donc du coup, il n'y a aucune raison que là d'un coup le marché se mette à exploser à la hausse, d'accord? On est plus à l'inverse sur des chutes pour venir combler minimum ce bloc d'ordre en négatif et venir créer donc faire une liquidation de toute cette contrepartie là, ok? Donc sur ce mouvement baissier là, en monthly, on a deux zones qui nous intéressent. Il y a cette zone là, ok, et cette zone là, ok? Donc tu vois que là le prix il a rebondi pile poil dans cette zone d'intervention là, ok? On va la supprimer. Et donc du coup là on peut s'attendre à un mouvement comme ça, ok? Hop, comme ça, ou alors comme ça, ok? Donc moi personnellement je vais attendre, là je pense que le marché est assez, et on appelle ça on va dire un peu overextended, d'accord? On a 5 bougies rouges consécutives avec de l'imbalance ici,
de l'imbalance ici, je vais m'attendre moi à ce que le prix il rebondisse encore un petit peu sur cette trendline là, revienne dans cette zone là ou alors cette zone là, ok. Et puis à l'intérieur je chercherai des manipulations, ce qu'on appelle des distributions, des accumulations, pour venir chercher des plus bas. Mais donc du coup, venir globalement chercher des shorts, des ventes à ce niveau-ci, ok, pour venir target le bloc. Ok, moi ça sera mon objectif, ce sera mon TP final. Ok, donc globalement, ce seraient des entrées qui pourraient ressembler à ça. Je rentre pas exactement comme ça, d'accord, c'est pas le sujet de la vidéo, là c'est juste pour te montrer comment tu peux profiter de la fondamentale que je t'expliquais juste avant. C'est pas non plus le but, c'est pas non plus montrer quelle accumulation, quelle distribution je vais attendre, etc. Mais globalement, c'est des positions qui pourraient ressembler à ça. Donc avec un ratio de 8 ici, un ratio de 8, 36, bon, c'est à peu près les mêmes ratios. Mais globalement, voilà les deux zones que j'attends techniquement, et vous voyez que ça fait vraiment sens avec la fondamentale. Okay, comme par hasard, on a un setup qui est plus vers des ventes, et bien, fondamentalement parlant, la Chine ne va pas bien. Okay, ce qui explique que l'indice chinois, ben, on attend des ventes. Et voilà, j'espère que tu as maintenant une meilleure idée de ce qu'est la japonisation et de pourquoi les économistes sont inquiets pour la Chine. Cette situation, elle affecte pas seulement la Chine, mais aussi l'économie mondiale. On pourrait en ressortir les effets dans de nombreux secteurs, que ce soit l'immobilier, l'industrie ou même dans notre quotidien. N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires, j'y réponds avec plaisir. À t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos, que ce soit fondamentales ou techniques. Tu as le lien du Discord dans la description. Et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.